Mais bon. C'est bon, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer la question du handicap et de l'accessibilité au sein des cabinets. On a la chance d'avoir l'association Coactis avec nous qui a développé des outils à destination des libéraux pour favoriser l'accompagnement et la prise en soin des personnes en situation de handicap. Donc on va les laisser parler après. Petit rappel quand même pour vous dire que du coup, c'est une association nationale, donc les réponses apportées ne seront pas forcément sur du parcours spécifique à notre territoire. Par contre, on en a déjà convenu ensemble que les questions pourront être prises et si des solutions sont possibles, on pourra les traiter. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir une boîte à outils, encore une fois, pour que vous puissiez être en capacité de mieux travailler. Voilà, ce que je vous propose, c'est de commencer par un tour d'écran pour que vous puissiez du coup vous présenter et puis nous dire les raisons pour lesquelles vous vous êtes connecté, puis vos difficultés éventuellement au quotidien, voire une situation qui vous a potentiellement mis en difficulté. Et je vais vous désigner par souci de simplicité et pour pouvoir mieux qu'il n'y ait pas d'interférence entre nous. Donc, je vais commencer par Madame la coprésidente, Madame Desnaux, Fabienne. Oui, bonjour. Donc, Fabienne Desnaux, infirmière sur Orvaux, bon, donc également coprésidente de CIPES, comme tu viens de le dire, Charlotte. Juste pour avoir éventuellement, pas de demande spécifique, mais plus pour avoir des éléments d'information d'ordre plus généraliste. Voilà. J'enchaîne avec Anne. Donc, Anne Garpillon, moi je suis diététicienne et voilà, vice-présidente de la CPTS aussi. Et c'est pareil pour avoir des renseignements un peu généraux sur le sujet. Et Et puis Anne. j'apprécie, d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'apprécie les webinaires que vous proposez sur Coactis, effectivement, entre autres sur l'alimentation et bien d'autres sujets que vous animez qui sont très intéressants. Et tous les outils que vous mettez à disposition. Et c'est Anne qui nous a fait part de votre existence et qui, du coup, nous a orientés. Je laisse la parole à Maude. Oui, bonjour. Donc, Maud Jourdain, médecin généraliste à La Chapelle-sur-Erdre. Donc, moi aussi, j'ai pas eu l'occasion d'avoir la chance de bénéficier de ces webinaires, mais effectivement, je suis venue parce que pour l'avoir fait dans d'autres ateliers, je trouve ça vraiment intéressant, cette interaction où c'est les associations elles-mêmes avec qui on échange pour améliorer nos soins. Donc, vraiment, je trouve que c'est un format qui est vraiment, qui n'existe pas ailleurs et que je trouve vraiment pertinent en CPT. Voilà, donc c'est pour ça que je suis venue. Et sur la question du handicap, alors moi j'ai quelques idées de là où il y a des problèmes d'accessibilité avec Doctolib, etc., qu'il faudrait du temps supplémentaire, toujours cette histoire des petits tabourets qu'il faudrait en fait rendre plus grands. Enfin bon, pour ceux qui ont l'image de l'équité là en fait, hein, d'en faire plus pour ceux qui ont le plus besoin. Mais après on est toujours un peu, enfin c'est toujours un peu compliqué pour nous, l'histoire de mettre plus de temps, etc. Bah, c'est pas forcément facile, même si on sait que c'est le principe, mais on a des obstacles. Un peu triviaux, un peu, voilà, enfin voilà, des choses qu'on identifie, on n'a pas trop de solutions. Et après, très concrètement, ben voilà, si vous avez des propositions auxquelles on n'aurait pas pensé, qui pourraient prendre en compte des difficultés qu'on a, mais qui pourraient être faisables, applicables, et pas juste sur le côté militant des choses. Et peut-être, je ne sais pas si ça existe une façon de voir si on fait obstacle aux soins en disant, bah, dans la patientèle, il y en a moins des personnes en situation de handicap que dans le territoire, quoi. Vous voyez qu'on pourrait s'auto-évaluer sur notre accès. Rien que l'accès aux consultes, hein, c'est plus large que ça, l'accès. Voilà. Parce que à mettre en place soi-même, c'est compliqué. Plein de questions. Du coup, on prend Oui. note de tout ça, c'est super. Et je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Alors, pour vous expliquer, on fait un petit tour d'écran pour que vous puissiez vous présenter et vous nous partagez vos attentes par rapport à ce sujet-là. Et c'est moi qui désigne, donc tranquillement. Quand je vous appelle, vous vous ouvrez vos micros. Je laisse la parole à Pauline. Bonjour, donc Pauline André, infirmière libérale sur Sautron.
J'ai pas vraiment de questions qui me viennent. La patientèle enfin, en personne en situation de handicap, il y en a assez peu pour nous en tout cas. Alors, quelle est la raison? Je ne sais pas. Euh, voilà, je trouve qu'effectivement, la question de la pertinence du nombre de patients atteints de handicap sur notre secteur et qui ont difficulté de soins, finalement, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc peut-être que c'est une réponse que vous aurez peut-être pas à m'apporter, mais je suis plutôt là voilà, pour essayer de découvrir un peu ce qui se fait, parce que je ne connaissais pas votre association, par exemple. Donc je suis plutôt là en termes de découverte. Je vais laisser la parole à Séverine. Oui, bonjour, Séverine Sierra, médecin généraliste à Sautron, secrétaire de la CPTS. Je rejoins un petit peu Maud et Pauline. Du coup, ça serait intéressant d'avoir le retour aussi des personnes en situation de handicap sur les difficultés qu'ils rencontrent à accéder à nos consultations. Parce que j'ai l'impression aussi, un petit peu comme mes collègues, on n'a pas un pourcentage qui est représentatif du national. Donc, où sont ces personnes et pourquoi elles ne franchissent pas le pas de nos cabinets? Et puis bah, voilà, connaître votre association, ce que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc, et puis nous, bah, c'est pouvoir améliorer, pouvoir apporter des réponses, que c'est vrai que des fois, on a des questionnements sur le bon parcours pour certaines personnes en situation de handicap et on n'a pas forcément les bonnes adresses à leur indiquer. Donc, ça serait le rôle de faire un annuaire éventuellement régional ou local, mais bon, éventuellement à travailler avec la CPTS, quoi. Euh, je vais laisser la parole à Céline. Oui, bonjour. Céline Colnavet, je suis orthophoniste à Orvaux. Moi, j'ai pas d'attente particulière de questions, mais c'est un sujet qui me tient à cœur puisque il y a 1 an et demi, on a changé de local, nous, pour justement, entre autres, être accessible, plus accessible, être au rez-de-chaussée, parce qu'avant, on avait un local qui était au premier étage. Voilà, moi, c'est pour avoir une vue d'ensemble aussi sur les besoins, les difficultés, les freins qu'il peut y avoir pour certains patients auxquels on n'aurait pas forcément, enfin, dont on n'aurait pas forcément connaissance. Voilà. Et enfin, je vais laisser la parole à Noémie. Bonjour, donc Noémie Martin, ostéopathe sur Sautron. Je suis venue de façon un peu en retard, je suis désolée d'ailleurs pour mon retard. En fait, c'est par pure aussi curiosité sur toutes les choses à mettre en place moi, j'envisage également d'acheter prochainement et j'ai besoin d'avoir une visibilité de tout ce qui se fait pour bien respecter les personnes en situation de handicap. Bah, merci beaucoup. Les autres personnes connectées, ce sont mes collègues de la CPTS, donc Lola, Stéphanie et Rama. On n'est pas professionnels de santé, donc on écoute très attentivement ce que vous dites, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas volontairement pas présenté des personnes. Et on a Francis qui va arriver, alors qui est infirmier, mais qui est en tournée actuellement, donc il se connectera sans se présenter. Je vais vous laisser la parole, mesdames de Coactis, vous laissez vous présenter et puis du coup dérouler ce que vous aviez prévu. Et ensuite, comme on avait dit, des questions-réponses, n'hésitez pas, je pense, à poser des questions même pendant l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. On a noté scrupuleusement, et j'ai vu Dorothée aussi le faire, vos retours. Je suis Odile Antoine, co-déléguée générale de l'association Coactis Santé, qui est une association effectivement nationale, mais de taille très modeste. On est une dizaine de personnes. Et Dorothée Montecutelli, qui est médecin ressources auprès de l'association, en faisant aussi tout un tas d'autres choses en parallèle. Dorothée, je te laisse peut-être compléter cette courte présentation et je reprendrai la main ensuite. Merci beaucoup. Bonjour
à toutes. Voilà, on est ravis d'intervenir sur un sujet qui nous tient tant à cœur et qui vous interpelle aussi. Et donc, effectivement, je suis pédiatre. Je travaille dans un centre de compétences déficience intellectuelle de cause rare. Et voilà, chez Coactis, je suis médecin ressource. Donc, voilà, ça permet d'assurer la cohérence de ce qu'on produit, bien évidemment. Je ne suis pas experte de tout, mais comme on travaille en co-construction avec des experts, moi, je suis là pour, évidemment, sur le sujet pédiatrique, je peux apporter ma touche. Pour le reste, c'est, voilà, vraiment des experts qui nous aident à construire, des experts professionnels, des experts patients ou représentants de patients. Voilà, on va vous expliquer tout ça. Voilà. Merci. Alors effectivement, on va vous expliquer tout ça et même on a prévu une petite présentation pour nous aider, mais l'idée c'est que c'est un point de départ, mais évidemment vous pouvez à tout moment prendre la parole et poser vos questions au fil de l'eau. On a finalement très peu de temps, hein, 1 heure, et il faut que ça soit le plus concret possible pour vous aussi. Donc je vais partager mon écran. C'est plus pour m'aider. Alors partager, hop. Et je vais me mettre en... Voilà. Donc, donc une association créée il y a plus de 10 ans maintenant, connue aujourd'hui plutôt sous le nom de Santé BD ou parfois de HandiConnect. Ce sont les deux outils effectivement qu'on va vous présenter et qui sont pour certains plus connus que l'association en elle-même, qui porte en fait ces outils, qui va chercher mobiliser les acteurs, les partenaires. Mais clairement, la mission de l'association, c'est de répondre avec des solutions concrètes sur les problématiques d'accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap. On est bien sur ces sujets-là. L'aventure de Coactis Santé a commencé avec Santé BD, qui correspondait en fait à un besoin très vite repéré par les fondateurs de l'association, eux-mêmes concernés par les difficultés d'accès aux soins, puisque ce sont des parents et qui ont cofondé cette association au tout début de l'histoire. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui, mais avec cette idée de répondre à un besoin d'informations faciles à comprendre sur la santé. Donc, Santé BD est vraiment un outil universel et on y reviendra pour rendre l'information en santé accessible à tous. Mieux communiquer entre le patient soignant et l'aidant quand sa présence est nécessaire. Et puis, HandiConnect, c'est aussi pour répondre à un besoin qui a été vite identifié, pas seulement par l'association, mais aussi c'est dans tous les rapports, et notamment les premiers rapports qui sont sortis sur le sujet, donc le rapport Pascal Jacob en 2012, sur la nécessité de mieux outiller, probablement sensibiliser et former aussi les professionnels de santé sur les spécificités liées au handicap. Donc, HandiConnect propose des contenus assez concrets, vous verrez, sur un certain nombre de problématiques qui sont fréquemment rencontrées par les soignants lorsqu'ils sont dans un accueil, dans un parcours de soins avec un patient en situation de handicap. Tous les handicaps sont concernés. Comme j'ai entendu tout à l'heure, il y avait des questions sur un peu d'où on part, de quoi on parle. Donc, oui, il y a beaucoup de personnes en France concernées, hein, plus de 11 millions. Je ne vais pas revenir dessus. Beaucoup sont des handicaps invisibles, donc on les voit pas forcément du premier coup d'œil. Donc, on n'est pas, voilà, c'est pas forcément un fauteuil, c'est pas forcément une personne qui arrive en fauteuil, et c'est pas forcément une personne qui vient avec une canne blanche ou des lunettes. Vous avez des chiffres, je ne vais pas les commenter. D'ailleurs, on mettra à disposition la présentation, mais il y a du monde. Et puis, je voulais aussi tout de suite répondre à la question qui a été posée sur l'évaluation finalement des difficultés d'accès aux soins sur notre territoire. Alors là, je vous invite fortement à aller sur Handifaction, qui est un baromètre qui a été lancé à l'origine par Handidactique, qui est une autre association avec laquelle on est très proche, qui a été fondée par Pascal Jacob aussi. Et maintenant, c'est un outil, un baromètre repris par l'assurance maladie, qui regarde vraiment de très près les résultats de cet outil. Donc, en gros, mais peut-être que vous l'avez déjà présenté hein, lors de précédents webinaires, mais de ce que j'entends, peut-être pas tant que ça. L'idée, c'est de redonner la parole aux personnes, hein, aux personnes concernées, en leur donnant la possibilité de faire un retour sur leurs éventuelles difficultés d'accès aux soins, sur quelles problématiques elles ont été en difficulté et dans quel secteur, donc plutôt dans la médecine de ville, plutôt dans la médecine hospitalière. Et après, il y a tout un tas de questions qui permettent d'affiner les résultats.
Et vous êtes ensuite sur il y a des focus par des régions et par département. Donc, quand vous cliquez sur la carte, vous avez le détail. Donc là, je ne vais pas y aller parce que j'aurai peut-être pas le temps, mais si vous voulez, on y reviendra en fin de webinaire ou à tout moment si vous le souhaitez pour regarder les résultats ensemble. Mais c'est en tout cas une première réponse. Évidemment, les réponses la couverture des réponses est très variable d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Donc, ça peut être, c'est pas complètement représentatif probablement du succès ou des difficultés, hein, d'ailleurs, de l'accès aux soins sur votre département, mais ça donne un premier élément de réponse et ça permet de savoir si on est plutôt aussi dans la moyenne, plutôt en deçà, etc., etc. Je ne sais pas si vous connaissiez cet outil les uns les autres. Non, moi, je connaissais pas. Non, d'accord, ok. Bon, alors, on pourra y revenir après si vous le souhaitez. Je reviens à Coactis Santé, mais c'était important de repartir des constats et effectivement, pourquoi mettre en place toutes ces solutions. Euh, donc, il y a une méthode chez Coactis hein, qui est toujours la même, c'est de travailler déjà sur des choses les plus universelles possibles et surtout en termes d'accessibilité. On n'est pas sur du handicap moteur, on va pas être sur que du handicap euh, cognitif, on va être vraiment, on va penser de manière globale l'accessibilité. Là, notamment pour Santé BD, on va être vraiment sur un outil qui va servir finalement à tout type de patients des patients qui ont des difficultés de compréhension de lecture. Et on se dit toujours que tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qui est mis en place au profit en faveur des personnes en situation de handicap va servir à tous. Derrière la méthodologie de Coactis, il y a des groupes de travail. Dorothée l'a rapidement évoqué, on y reviendra. Il y a aussi beaucoup de personnes concernées, qu'elles soient des personnes en situation de handicap ou que ce soit des aidants et des familles. Et puis, bien sûr, il y a évidemment l'apport des professionnels de l'accompagnement et du soin qui ont une pratique quotidienne de l'accueil qui aussi nous aide dans la production des contenus. Derrière Coactis Santé, qui est une petite structure, il y a beaucoup, beaucoup de monde en fait. Il y a des réseaux de soins, des réseaux d'accompagnement qui vont nous apporter l'expertise, mais aussi la diffusion. On peut rien faire tout seul. Notre obsession, c'est l'usage, et donc il faut absolument que tout ce qui est produit soit diffusé. Donc on met tout à disposition, on partage pour que ça soit le plus utilisé possible. C'est vraiment très important pour nous, c'est vraiment l'ADN de Coactis, c'est l'accès libre de tout ce qu'on peut faire. Accès libre, mais aussi rigueur, la rigueur scientifique derrière. Donc, il y a, comme beaucoup d'associations, un comité scientifique, éthique et pédagogique, mais il y a aussi ces groupes de travail. On a aujourd'hui quasiment 300 experts qui ont été mobilisés à un moment ou un autre sur des productions en fonction des handicaps ou en fonction des problématiques. On va y revenir. Et puis, il y a une expertise CAA, donc le terme peut vous paraître assez inconnu, mais vous allez en entendre de plus en plus parler. Donc, c'est la communication alternative améliorée. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre, c'est simplement un moyen de communiquer pour des personnes qui n'oralisent pas ou qui ne verbalisent pas. J'ai toujours un doute entre les deux. Là, Dorothée, tu m'aideras. En tout cas, qui vont passer par des supports autres que la parole et l'écrit. Le facile à lire et à comprendre qu'il y a une technique de rédaction rentre dans ce champ de penser à une autre façon de communiquer. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ce sera plus clair. Donc Santé BD, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bandes dessinées. Mais des bandes dessinées qui sont faites d'une certaine manière pour être comprises du plus grand nombre. Donc avec des dessins simples, apaisants, presque autoportants, quasiment sans texte, on peut comprendre ce qui se passe. Avec quand même un peu de texte, mais du texte extrêmement simple, très travaillé, hein. C'est simple, ça ne veut pas dire simpliste. Très travaillé par ce groupe d'experts pour rendre l'information accessible à tous, validé, relu par des personnes en situation de handicap, en se disant que qui peut le plus, peut le moins, si ces personnes-là peuvent comprendre ces contenus, eh bien, elles nous donnent le go. C'est une façon aussi de nous dire, oui, c'est bon, vous pouvez les diffuser à d'autres qui ont des difficultés de compréhension, comme nous.
Et puis, surtout, ce sont des contenus qui sont personnalisables. Vous pouvez choisir le personnage, le patient, un enfant, un adulte, une personne vieillissante. Vous pouvez choisir de la mettre en fauteuil ou qu'elle soit debout pour vraiment aller un cran plus loin dans la personnalisation du contenu. Ce sont des ressources qui sont en accès libre sur santébd.org. Tout est en libre accès. Vous avez énormément aujourd'hui de thématiques. On a commencé il y a, je me souviens la première mise en ligne, enfin c'était autour de 2016. Aujourd'hui, on va quasiment faire notre centième BD. Quand je dis 100 BD, c'est pas 100 BD en fait, c'est 100 thématiques parce que derrière chaque BD, il y a une déclinaison homme, femme, enfant, fauteuil roulant, etc., etc. Mais là, vous voyez, il y a énormément de sujets, aussi bien sur le soin que sur la prévention, que sur voilà, des messages plus généraux sur bien manger, bien bouger. Enfin, on est sur les sujets de prévention, pardon. Oui, Odile, je vois qu'il y a une question là dans la Ah, conversation. alors oui, je les vois pas, pardon. Je vais me Voilà, les... non, bah, t'inquiète pas, c'est pour ça que je veille. Une personne qui demande si c'est valable pour des personnes qui ont un niveau de littératie en santé insuffisant pour assurer leur accès à la santé, considérée comme une situation de handicap social. J'ai répondu oui, tout à fait, hein. Ainsi que pour Oui. des publics allophones, on se rend compte que les BD sont très utilisés, notamment dans le domaine, enfin, entre autres, hein, de la prévention pour des publics allophones. Oui, et d'ailleurs, on a travaillé avec Médecins du Monde autour de justement de tout ce qui est suivi gynécologique pour ils ont récupéré un certain nombre de dessins qui étaient dans nos bandes dessinées, sont passés par la banque d'images, j'y reviendrai, où on a plus de 20 000 dessins pour construire des supports dans le cadre d'une campagne de sensibilisation auprès des femmes issus des pays subsahariens. On travaille beaucoup avec, bien sûr, la CNAM, qui est un partenaire clé, et les CPAM auprès de ces publics-là. Donc oui, absolument. Encore une fois, le public est bien plus large que le seul public du handicap. Ça ressemble à ça. On vous a mis un extrait, voilà, pour vous montrer combien c'est simple, mais en même temps précis et suffisant pour comprendre ce qui se passe. Et ça se construit toujours de la même manière. À quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Cet examen? Pourquoi c'est important? Comment ça se passe? Avant, pendant et puis après, la suite. Voilà, c'est toujours le même scénario. Et là, voilà, un petit exemple de ce que vous trouverez sur des sujets plutôt de prévention. Les dernières mises en ligne, juste pour vous dire qu'il y a deux sujets principaux pour nous, enfin qui nous ont beaucoup, beaucoup occupés, c'est toute la problématique des cancers, donc du dépistage, et puis ensuite, une fois que le diagnostic est posé, le parcours de soins, comment expliquer ce qui va se passer au patient. C'est souvent des choses assez compliquées pour le patient. On n'a pas souvent les mots et donc ça permet aussi d'ouvrir une fenêtre de dialogue avec le patient en passant par l'image. Et puis un sujet sur le vieillissement quand on a un handicap ou quand on devient, pour ce qui est des problématiques de, je vois, appareil auditif ou dentaire. Mais la problématique de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap, puisque ce sont des personnes qui vivent de plus en plus longtemps et tant mieux, fait qu'on a de nouvelles problématiques qui émergent et qu'il faut adresser. Donc c'est aussi un gros sujet de travail pour Coactis. Tout ce qui est sujet, émotions, sentiments, vie affective, c'est aussi des sujets que l'on traite énormément dans Santé BD. Je ne parle pas, on a 13 BD sur le dentaire. On a énormément aussi de choses sur tout ce qui est gynéco. Voilà, on est vraiment sur les soins courants. Euh, donc probablement ce que vous rencontrez. La banque d'images, on a rapidement parlé, 20 000 dessins aujourd'hui. Ça, c'est pour peut-être aller piocher quelques dessins pour construire des supports vraiment spécifiques. Est-ce qu'il y a des questions sur Santé BD? J'y retourne dans le chat. Euh, non, il n'y en a pas. N'hésitez pas à nous arrêter. Andy Connect. Donc là, on change un peu de focus. On s'adresse aux soignants. Et Santé BD aussi, hein, c'est un outil de médiation. Donc forcément, c'est utilisé par les soignants, mais c'est qui s'adresse vraiment aux patients. Andy Connect, on s'adresse vraiment aux soignants, professionnels de santé, et on va leur apporter des éclairages, des repères sur les problématiques liées à l'accueil et au suivi d'un patient en situation de handicap. Donc,
quel que soit le handicap, et on va apporter un premier niveau d'information, ce qu'on appelle les fiches conseils. Donc dans HandiConnect, vous allez trouver ce premier niveau que sont les fiches conseils. Ensuite, vous allez trouver un annuaire de formation où là, on a agrégé toutes les formations qui existent pour ceux qui souhaitent aller plus loin. On va dire, ça c'est peut-être dans un deuxième temps. Et puis, la possibilité aussi, pardon, de poser des questions à ce groupe d'experts qui est derrière HandiConnect. Donc, c'est pas de la téléexpertise. C'est de l'asynchrone. Hein, on remplit un formulaire qui est rapide et qui permet de poser la question. Et derrière, c'est Coactis qui va contacter l'expert pour voir un peu dans quelle mesure on peut répondre. Et l'idée, c'est de partager évidemment les réponses, que ce sont souvent les mêmes questions qui se posent. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer un peu un partage des pratiques. Aujourd'hui, alors c'est très compliqué ce schéma, mais c'était parce que je voulais éviter d'aller sur le site HandiConnect tout en vous parlant. Mais voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez chercher vos fiches, mais c'est vraiment un clic par handicap. Donc là, vous avez énormément de handicaps déjà qui sont abordés, mais on n'a pas terminé. On continue à en produire de nouvelles fiches. Par exemple, là, on aborde maintenant des handicaps assez peu communs comme la surdicécité. On va par contre aborder l'aphasie, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus récurrent et prévalent. Et puis les thématiques sont des thématiques transverses qui sont souvent rencontrées, qui peuvent mettre en difficulté les soignants. Donc le sujet alors de l'habituation, soit de la douleur, du repérage de la douleur quand la personne est dyscommunicante, le sujet de la dénutrition ou de la nutrition, notamment chez les personnes TSA. Voilà, il y a comme ça des focus sur des problématiques. Et pareil, comment on choisit ces problématiques? C'est souvent des retours terrain qui nous sont partagés. Ce sont aussi nos partenaires, mais on a aussi beaucoup de messages sur nos boîtes contact et qui nous permettent de faire remonter les problématiques. Et ensuite, on décide de mettre en place un groupe de travail pour y répondre. Les HandiConnect, ça se présente sous des fiches un peu comme ça, comme vous voyez à droite, mais c'est surtout des informations priorisées. Retenez vraiment ça. Le groupe de travail va prioriser sur l'information, savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui va être le plus aidant et facilitant pour les professionnels de santé. Donc on est sur des points de vigilance, on est sur des sujets de suivi, on est sur des sujets de signes d'alerte et repérage. Et bien évidemment, à la fin de chaque fiche, on mentionne des réseaux d'appui. Alors certes, on est une structure nationale, mais on essaye de trouver souvent des réseaux qui ont vocation à être un peu dans toutes les régions et les départements. Et dans les groupes de travail, on a des experts de toutes les régions. Donc évidemment, on travaille beaucoup avec des experts de votre région et aussi des Pays de Loire. Et on reviendra sur le sujet des annuaires, parce que c'est une question récurrente. Voilà, on a quelques éléments de réponse là-dessus. Et ben voilà, je vais te laisser la parole, Dorothée. Je pense que j'ai assez parlé. Ok, merci Odile. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur le début de la présentation sur les fiches HandiConnect. S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on avance et Pour, n'hésitez euh, pas. pour Oui. HandiConnect, du coup, il n'y a pas besoin de s'abonner, c'est en accès direct, hein, c'est ça? Absolument, ouais. Ok. Et pour les fiches, chaque fiche a une version PDF qui est téléchargeable. Ceci dit, voilà, la fiche web ainsi que le PDF non imprimé, on va dire, contiennent en général beaucoup de ressources hein, sous forme de liens. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Alors, le principe donc d'une fiche conseil HandiConnect, ça va être vraiment de prioriser l'information. Je dis la personne qui vous expliquiez bien la contrainte de temps hein, dans le cadre de vos soins ou de vos consultations. Donc l'idée, ça va être vraiment de pouvoir vous donner des informations très rapidement, à la fois des éléments d'épidémiologie, de définition quand il y a besoin, les points de vigilance clinique, comment créer une relation de confiance et une alliance thérapeutique avec le patient, les signes d'alerte, de repérage, enfin voilà. Et on propose aussi, en fonction du sujet, des outils à télécharger, un courrier type de transmission, par exemple un modèle de programme d'habituation aux soins, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et l'idée, c'est qu'on reste vraiment centré sur le quotidien du praticien. On n'est pas là pour reproduire des arbres décisionnels du Vidal ou des choses comme ça. On est vraiment là dans des outils de premier recours.
avec du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Pas en mode je donne des leçons, mais vraiment, voilà, on va le voir avec l'affiche sur l'accueil d'un patient en situation de handicap pour une consultation ou soin. Vous avez fait un petit focus là-dessus. C'est la dernière fiche qui vient de sortir. On avait beaucoup de demandes. On a travaillé avec notamment le- le- la commission handicap du Conseil national de l'ordre des médecins, entre autres, sur cette question de comment faire pour rendre une consultation ou un cabinet de soins, quel qu'il soit, accessible pour une personne en situation de handicap. Et donc là, vous voyez par exemple sur la première page, on a bien sûr commencé, c'est ce que Odile vous disait tout à l'heure, par rappeler les fondamentaux. Donc, quelle est la définition du handicap? Combien il y a de personnes handicapées? Alors, à peu près, hein, parce qu'il y a différentes façons de quantifier, mais on vous envoie à chaque fois les références, hein. Quand on dit environ 12 millions de personnes handicapées en France, quand vous allez sur la référence qui se trouve à la fin de la fiche, vous allez aller sur le rapport de l'adresse, donc la direction des statistiques qui explique sa méthode, comment ils ont calculé, etc., etc. Donc, on a fait effectivement un rappel de cette loi de février 2005. Et là aussi, vous avez des outils. Il y a un outil d'autodiagnostic d'accessibilité du cabinet. Ben, vous cliquez dessus et vous êtes amené dans le paragraphe correspondant, les ressources à la fin de la fiche, vers le site qui vous permettra de réaliser cet autodiagnostic. Alors, les points qu'on a voulu vraiment mettre en exergue, au-delà des obligations, je dirais, légales d'accessibilité, hein. L'une de vous, madame, qui est orthophoniste, avait expliqué que votre cabinet a déménagé pour des raisons d'accessibilité physique. Et vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'autres points qui font que un cabinet euh, va être accessible pour une personne avec un handicap. L'une d'entre vous a évoqué la question de la prise de rendez-vous sur Doctolib. Donc, on a vraiment voilà, essayé de détailler dans cette fiche les différentes étapes. On va vous parler après, je pense qu'Odile, tu en parleras, de l'annuaire, de l'accessibilité des cabinets. Donc, c'est pas uniquement les cabinets médicaux, hein, c'est tout cabinet où il y a des soins. Donc, cet annuaire qui est propulsé par santé.fr, où vous pouvez référencer votre cabinet pour dire quels sont ces points forts en matière de handicap. Même si vous cochez pas toutes les cases, c'est quand même hyper utile pour une personne en situation de handicap de savoir que il y a un ascenseur et que son fauteuil roulant pourra rentrer dedans, ou que il y a des dispositifs au niveau visuel, ou que le praticien est formé au trouble du spectre autistique, etc. En fonction de voilà des capacités de chacun. On a listé aussi dans le petit encadré que vous voyez là, à tout moment du parcours patient, on a listé tous les éléments de savoir-être que vous connaissez parfaitement, mais on s'est dit que c'était pas mal de les remettre, et c'est aussi utile parce qu'on intervient aussi dans l'association, dans la formation initiale des étudiants en santé, et plus spécifiquement à Nantes, auprès des étudiants de troisième année, des étudiants en médecine, et on espère pouvoir diffusé aussi à tous les étudiants en santé. Donc des points de savoir-être à tout moment du parcours patient, et puis des choses très simples. Alors elles sont pas toutes forcément très simples sur le plan financier, mais il n'y a pas que des choses onéreuses. Quel matériel utile pour un accès aux soins réussi? L'idée toute simple d'avoir des sièges à différentes hauteurs. Un casque anti-bruit pour un patient qui serait gêné par trop d'afférences sensorielles auditives, des objets sensoriels à manipuler qu'on appelle les fidgets, toutes ces choses-là qui peuvent être très utiles en salle d'attente ou dans votre cabinet de soins ou de consultation. Voilà, on a remis là les supports imagés parce qu'effectivement, en salle d'attente ou dans votre salle de soins, ben, ça peut être très utile d'avoir par exemple une santé BD pour pouvoir expliquer au patient ce qui va se faire. Alors la BD, elle sert en amont, hein, puisque si le patient a été identifié comme porteur de handicap au moment de la prise de rendez-vous, et ça, on vous donne aussi des clés pour avoir des aides sur enfin des aides, des clés pour comment organiser les choses pour avoir les renseignements en amont. Mais du coup, le patient peut préparer en amont, si on lui a transmis la BD adéquate, le rendez-vous avec l'aide d'une personne s'il est en difficulté sur le plan cognitif. Et puis, au moment du soin, vous pourrez aussi échanger avec le patient
sur ce point-là. Voilà, sur le plan matériel, donc dans le cabinet de consultation, alors il y a les histoires de tables suffisamment résistantes pour des patients avec obésité, la planche de transfert par exemple, la style banana pour les transferts à partir du fauteuil roulant, et puis des points auxquels on pense pas toujours, une installation sans contre-jour, une luminosité modulable pour les personnes avec des troubles visuels. Donc voilà, on a listé en interrogeant différentes à la fois personnes concernées et professionnels, les éléments qui pourraient faciliter l'accès aux soins pour des patients que vous recevez en consultation. Et on a fait une fiche dite annexe. Où on a répertorié ce qui existe comme euh, à la fois comme aide financière là pour la mise en accessibilité, la mise aux normes de l'accessibilité physique du cabinet, et tout ce qui existe au niveau cotation, valorisation des actes qui ont été vraiment ciblés dans les conventions avec l'assurance maladie. Alors ce sera mis à jour bien sûr régulièrement, mais ça peut vous donner aussi des pistes. Il y a aussi un lien vers, par exemple, pour les médecins généralistes, hein, vous connaissez certainement, mais omniprat.org pour coter au mieux les actes que vous faites, parce que voilà, l'une de vous a souligné à la fois le temps, la valorisation, c'est sûr que c'est évident, hein, que c'est un point qui peut être un point bloquant. Donc on répertorie tout ce qui existe et qui peut être positif, voilà, pour vous faciliter les choses. Et par Voilà un peu exemple, le. en termes de valorisation, les consultations blanches maintenant peuvent être en fait cotées. Ça, c'est important de le dire. Donc, une cotation j'ai- blanche, Mm. peut-être Dorothée, je te laisse le décrire, mais vous donner quelques exemples, aussi remplir un dossier MDPH. Aujourd'hui, maintenant, il y a une cotation spécifique qui permet de valoriser ce temps passé. Voilà, pour le premier remplissage du certificat, pour les cotations blanches, les consultations blanches, donc j'imagine, voilà, vous savez qu'une consultation blanche, elle est soit, enfin, c'est une consultation sans examen clinique, soit elle a été conçue d'emblée comme ça, parce qu'on sait que c'est un patient qui va avoir besoin de temps, de s'approprier déjà les lieux, rencontrer le soignant à qui il va avoir affaire pour une consultation ou un soin. Mais ça peut être aussi une consultation qui n'était pas prévue blanche et qui s'interrompt avant l'examen clinique parce que l'état du patient qui s'inquiète, qui s'agite, qui refuse, ne permet pas d'aller plus loin. Voilà, donc ces consultations-là sont cotables voilà, avec G, donc 30 euros. Après, on est bien conscient hein, que c'est pas encore exhaustif, les cotations spécifiques, mais voilà, ça c'est, on espère que les financeurs vont bouger et on voit que ça bouge quand même. Il y a un petit point sur lequel aussi ça me paraissait important si vous recevez des personnes qui sont accompagnées d'un aidant parce qu'elles ont des difficultés sur le plan, là je parle cognitif, hein, c'est important que vous soyez un peu repéré au niveau juridique, savoir à qui vous vous adressez, à qui vous allez donner l'information. Donc là aussi, on a des fiches euh, qui sont des fiches repères hein, sur quelles sont les personnes ressources du patient en situation de handicap et que doit faire le médecin. Il doit identifier les aidants, la personne de confiance. Donc ça, on peut éventuellement, Odile, ou moi je l'ai sur mon autre écran, éventuellement je peux partager mon écran si ça vous intéresse. Enfin en tout cas voilà, sachez que c'est un élément important à avoir si vous avez un patient qui bénéficie d'une mesure de protection juridique. Voilà. Euh, Sinon, tu peux avancer, puis on répondra Ouais. à vos questions, hein, On si vous mettra le voulez. lien vers les fiches que tu as évoquées dans le chat, à la limite, Oui, c'est une bonne oui. idée. Voilà, bah, tiens, je te laisse encore la parole, Dorothée. Voilà. Et donc, du coup, finalement, comment est-ce qu'on peut se dire, comment rendre son cabinet handi accueillant? Donc, l'idée, c'est déjà, oui, il y a la question de l'accessibilité physique qui est cadrée avec une obligation, mais ça va plus loin. Il y a vraiment l'accessibilité de l'information. C'est vraiment un point important. Développer les compétences des professionnels, ça, on a vraiment ça à cœur. Donc, c'est ce que on vous disait avec Odile, hein, savoir-faire, savoir-être. Et en fait, c'était extrêmement intéressant de travailler sur cette fiche accueil parce qu'en travaillant avec des professionnels, ils disaient, mais ça, ah mais oui, mais vous avez raison, mais ça, on le fait déjà en fait, mais on s'en rendait même pas compte. Donc, c'est quand même très rassurant aussi pour vous de voir dans cette fiche-là qu'il y a plein de choses que vous faites déjà
et qui font que vous êtes voilà, en capacité, avec des aménagements parfois, d'accueillir des personnes en situation de handicap. Une question importante aussi, voilà, c'est vraiment de s'adapter toujours à la personne. Alors c'est ça qui peut être compliqué dans le cadre d'un exercice libéral, parce que qui dit s'adapter dit souvent prendre du temps. Donc effectivement, ça c'est un point de vigilance. Mais si vous avez la possibilité d'adapter éventuellement la plage horaire, avoir des outils de communication facilitants, voilà, des équipements aussi qui peuvent aider et du coup en facilitant, accélérer un petit peu le soin ou la consultation par rapport à quelque chose qui aurait pris beaucoup de temps parce que c'est très compliqué, c'est un point positif. Et favoriser la place de l'aidant, donc ça, sans aucun doute, vous le faites déjà. Alors, favoriser sa place tout en respectant la juste place qu'il a, c'est-à-dire toujours s'adresser d'abord au patient, même en présence d'un aidant, hein, et ne délivrer à l'aidant que les informations avec l'accord du patient. Voilà, ça c'est vraiment très important. Alors parfois c'est vrai, cet accord, il peut être un peu difficile à recueillir, mais il faut prendre le temps de le faire. Voilà. Et puis voilà, un des points essentiels, c'est l'anticipation, et c'est dans cet esprit-là qu'on fait les fiches. C'est pour vous permettre aussi d'avoir des clés qui vous permettront, le moment venu, d'avoir déjà certaines problématiques identifiées en tête, et ça vous dégagera un temps précieux pour être avec la personne dont vous vous occupez. Pardon. Voilà, donc oui, non, non, je pense qu'on peut aller, tu peux Peut-être avancer juste effectivement. dire, parce que Vas-y, Odile. on a eu beaucoup de retours en disant, mais on ne sait pas toujours que le patient a un Mm. handicap. Souvent, on le découvre au moment de la consultation. Dans les conseils qui sont listés cette fiche, qui sont vraiment le fruit d'un travail vraiment collaboratif avec vraiment beaucoup d'experts qui ont une pratique quotidienne, c'est de dire, ben, parfois, il ne faut pas hésiter à interrompre ou à couper en deux la consultation pour que la consultation soit vraiment menée dans de bonnes conditions. Donc reprogrammer, voilà, parfois c'est plus simple, peut-être aussi quand il y a beaucoup de sujets, mais bon, à la limite c'est valable aussi pour tout type de patient, j'imagine. Mais il y a comme ça, voilà, plusieurs manières de s'en sortir, parce qu'on n'a pas toujours connaissance du handicap le jour J, malheureusement. Sachez que, puisque vous avez évoqué Doctolib, on travaille aussi beaucoup avec ces sociétés prestataires d'outils de prise de rendez-vous pour aussi les inciter à intégrer la dimension handicap au moment de la prise de rendez-vous. Doctolib est en train de faire évoluer sous la pression de santé.fr, qui est donc une plateforme d'information en santé aussi grand public avec lequel on travaille beaucoup, je reviendrai, pour justement avoir voilà, des informations au moment de la prise de rendez-vous. Et puis idéalement d'avoir même accès au santé BD, hein, quand on prend rendez-vous dans une consultation, ce serait idéal. Voilà, pardon, je t'ai coupé, Dorothée. Je vois qu'il y Non, a des non, pas questions. de problème. C'était un complément important. Non, c'est moi qui ai mis dans Ah, le mais c'est chat toi. certaines références de fiches. Mais tu peux passer la diapo suivante si tu veux. Alors, comme l'une de vous le disait, effectivement, on fait des webinaires sur l'heure méridienne sur différents sujets, toujours bien sûr autour de la thématique du handicap. Donc là, vous avez la liste des webinaires qui sont disponibles. Le prochain est prévu le 30 septembre sur la thématique de l'avancée en âge des personnes avec handicap, qui est un sujet qui prend de l'ampleur, tout simplement parce que c'est une bonne nouvelle. Les personnes handicapées, elles aussi, ont une espérance de vie qui augmente. Donc ça soulève des nouveaux sujets en termes d'accompagnement, de prise en soin, et puis des sujets aussi de société, d'hébergement, etc. Mais nous, on est focalisé sur la santé et les soins, mais bien évidemment, on fait le pont avec des établissements médico-sociaux, par exemple, au sein desquels il y a des personnes avec handicap. Voilà, donc les webinaires, ils sont pareil, d'accès libre sur le site. Vas-y, Odile. Voilà, là donc vous avez un résumé de nos outils. On est bien évidemment preneur de vos retours si vous les utilisez, hein, puisqu'il n'y a pas mieux que les utilisateurs pour nous dire s'il y a des choses voilà, euh,
qui manquent éventuellement ou qui sont pas pratiques ou voilà. On a à cœur de mettre à jour très régulièrement nos productions, ce qui est aussi chronophage. C'est pour ça, Audit disait, on est une petite équipe, donc c'est vrai que parfois on aimerait aller beaucoup plus vite, mais voilà, probablement au détriment de la qualité, il vaut mieux mettre à jour ce qui existe que de continuer à produire et avoir des choses où quand vous allez dessus, vous allez tomber sur un lien cassé, c'est très énervant, vous avez autre chose à faire que de tomber sur des liens cassés. Voilà. Euh, et donc effectivement, pourquoi sont-ils gratuits? Ben, parce qu'on a des financements. Donc c'est un sport quotidien chez Coactis d'aller chercher des financements, mais c'est vraiment précieux. Ça nous permet voilà, de mettre à votre disposition tous ces outils gratuitement. Voilà, ça c'est vraiment très Et important. au-delà du Et, soutien financier, et là, pardon, Dorothée, oui, vas-y, Léo. on a aussi un relais voilà, de la part de ces acteurs. Donc aujourd'hui, Santé BD est dans Amélie. Et on a énormément de trafic aussi venant d'Amélie. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de visiteurs par an sur Santé BD. Sur HandiConnect, c'est 10 fois moins, c'est normal puisqu'on est vraiment sur le champ du handicap. Mais on a un énorme relais qui vient du Vidal, puisque HandiConnect, les fichiers HandiConnect sont dans le Vidal aujourd'hui. Et on va continuer comme ça. Le prochain, c'est santé.fr, je vous en parlais tout à l'heure, qui va diffuser. Voilà, j'avais une slide, je me disais bien. Euh, Santé.fr qui va diffuser à la fois HandiConnect et Santé BD. Vraiment, l'idée, hein, encore une fois, c'est de diffuser largement cette mine d'informations, ce jus de cerveau et ce condensé qui a été préparé par ces experts. Voilà. Je t'avais coupé, Dorothée, donc peut-être que tu voulais rajouter quelque chose sur ça. Non, 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 non. Et on nous avait demandé de faire aussi un petit temps d'arrêt sur les consultations dédiées. Alors oui, il y avait l'annuaire santé.fr, mais il me semble que vous avez déjà eu un webinaire sur ce sujet. Bah, peut-être que je me trompe, donc dans ce cas-là, vous nous dites. Et bien évidemment, on parlera de l'annuaire de l'accessibilité sur santé.fr. Et Ça sinon, avait les été diffusé dans la newsletter, mais je pense qu'on va refaire un petit rappel au moment où on diffusera toutes les infos que vous donnez, histoire d'être. ouais, bah, en fait, on rajoutera une diapositive alors sur l'annuaire, parce que là, je l'avais enlevée, mais je la rajouterai pour si vous la rediffusez, mais je peux en parler rapidement. Et J'ai pour... mis le lien dans la conversation. Je viens de mettre le lien ah dans la ben voilà, conversation. parfait. Voilà. Parce qu'il y a effectivement une progression hein, enfin, de mois en mois, je vais dire, ça doit avoir 2 ans maintenant. Euh, mais d'ailleurs, l'expérimentation a commencé il me semble, dans votre région hein, en partie. Donc, là, on voulait vous parler des consultations dédiées handicap, puisqu'en fait, il en existe sur votre territoire. Donc, ce sont vraiment des consultations qui sont dédiées vraiment à des enfants ou des adultes qui sont vraiment en situation de handicap complexe et pour lequel il y a vraiment eu un échec de soins en milieu ordinaire. C'est vraiment important, hein. Donc, c'est pas se dire, ah, il a un handicap, allez hop, on l'oriente vers ces dispositifs-là, parce que malheureusement, ils ne seront pas en capacité de prendre en charge tous les patients en situation de handicap du territoire. Et on va se retrouver avec les mêmes problématiques d'engorgement et de temps d'attente qui feront que ce seront des personnes qui vont voilà, être en échec de soins. Mais se dire que à tout moment, pour certains patients, peut-être pour certains actes même hein, de soins, pas forcément tout le suivi, on pourra peut-être s'orienter, se tourner vers ces dispositifs qui ont une connaissance aussi, voilà, vraiment très fine des spécificités de certains handicaps, qui ont aussi peut-être le plateau technique quand il faut faire un soin peut-être sous anesthésie générale, voire locale. Donc c'est pour nous, c'est vraiment un dispositif d'appui pour tous les lieux de soins, les cabinets de soins en milieu ordinaire. Donc on vous a mis celui du 44 qu'on avait identifié, que vous connaissez sans doute, et il y a un lien derrière dans la diapositive, quoi. Voilà, je pense que c'était tout et on peut revenir sur certains sujets à votre demande. Il nous reste quand même 10 minutes. J'espère qu'on n'a pas été trop longue. Non, vous avez été super, c'est très clair. Est-ce que vous avez des questions, effectivement, personnes qui sont connectées? Là, c'est très clair, de toute évidence. Côté
TPTS, oui. Je vois un micro qui s'ouvre. Non. Amandine. C'est Amandine, oui. Non? Non, juste pour dire bonjour, très bien. Est-ce que ça évoque peut-être des situations sur lesquelles vous pourriez utiliser, l'idée c'est qu'on soit dans le partage, donc des situations sur lesquelles vous pourriez utiliser ces outils en équipe. Là, on discutait effectivement des personnes allophones. On a un projet sur les personnes enfin, sur les publics vulnérables. Donc, on se disait que notamment les BD pourraient être utilisés dans plein de situations et mis à disposition des professionnels. Donc, on va diffuser largement côté CPTS. Séverine, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro, alors je te laisse parler. Oui, oui, non, mais il y a une petite chose toute bête auquel je n'avais pas pensé, parce que là, j'ai été confrontée la semaine dernière avec une enfant bon, dont le diagnostic est un peu traîné, mais qui a finalement un TSA, mais avec une communication, une interaction très compliquée en dehors de ses parents. Toute personne extérieure, voilà, moi, elle a 7 ans maintenant, je crois que j'ai jamais pu l'examiner et la toucher. Et en fait, j'ai même Ouais. pas pensé au fidget, en fait, hein, tout simplement, quoi. Déjà pour, voilà. Alors là, en plus, il y a d'autres problèmes, parce qu'elle a des problèmes dentaires énormes, parce qu'elle ne se lave pas les dents. Donc, enfin, bon, c'est un vrai parcours du combattant, et c'est vrai que tout est compliqué pour ces pauvres parents, là, Mais en fait, j'ai même pas pensé au fidget, parce que, bon, j'avais sorti quelques petits jeux, donc elle jouait avec mon petit train, machin, mais bon, pas suffisamment longtemps pour que... Mais c'est vrai que j'ai voilà, des petites choses auxquelles on ne pense pas, des fois, tout simplement, Et quoi. les, ouais, et les parents n'avaient rien apporté non plus. Non. Ça, c'est un message effectivement que vous pouvez faire Mm. passer en fait. Alors évidemment, la première fois, c'est la première fois, hein, vous Non, non, pouviez mais je pas l'ai depuis savoir, mais longtemps, mais bon, les parents en plus sont un ouais, peu submergés et que le diagnostic vient juste de ouais, tomber, quoi. C'est-à-dire qu'elle est passée ouais, par c'est tous les ça. diagnostics possibles et imaginables avant que. Ouais. Bon, et encore, il n'est pas encore complètement assis parce que bon, elle n'a pas vu tous les spécialistes, parce que vous connaissez la problématique actuelle de voir les bonnes personnes Oh oui. dans un Ouais. délai raisonnable. Mm. Et en plus, sa maman est elle-même en situation de handicap, alors elle physique, donc bon, ce qui complexifie beaucoup, beaucoup les choses, ouais. Ouais, alors typiquement, oui, c'est une consultation bien complexe, hein, celle-là, Ben effectivement. ouais, et là on est typiquement sur des consultations blanches, quoi, parce qu'en fait ils avaient tout un tas de. Et en fait je peux pas l'approcher, quoi, je peux pas l'approcher du tout, quoi. Ouais, C'est. mais ouais, c'est peut-être une petite fille. Je pense par exemple aux soins dentaires. Alors, il y a peut-être, faut que je regarde dans 10 soins 44, mais ça peut être effectivement une possibilité de l'envoyer là-bas pour Oui. des soins dentaires. Et C'est je pareil, repense à ils ont des délais horriblement très longs. long. Alors moi, je me souviens Ouais. que quand j'étais interne en pédiatrie, alors c'est pas récent, hein, mais Mhm. du coup, on avait des enfants comme ça qu'on accueillait en situation de handicap, qu'on accueillait en fait sur un court séjour pour faire justement tous les examens qui n'avaient pas pu être faits. Donc voilà. Parce Ouais. qu'il y a certaines choses, il y a des enfants et même des personnes, on est obligé de les mettre sous anesthésie locale ou générale pour faire des petits soins, ne serait-ce que des soins dentaires. J'ai quelques enfants trisomiques aussi, c'est extrêmement Mhm. compliqué, quoi. Ouais. Donc, du coup, je me souviens il y avait des enfants qu'on accueillait, mais là, les services de pédiatrie, je les ai rappelés, ils ont tellement, en fait, ils sont tellement submergés qu'ils n'arrivent plus à faire ces accueils-là, quoi, parce qu'elle, elle aurait besoin, voilà, elle a très des déficiences aussi, des déficits nutritionnels, enfin, tout est compliqué, quoi, tout est compliqué, Ouais, quoi. ouais, ouais. Le Alors sommeil, quand il y a une... l'appétit, le Mhm. machin. Oui, c'est sûr que c'est des problématiques là, du coup, à la fois multi-organes et ouais, c'est très compliqué. Bah, là, tout Et seul, on peut pas agir, quoi. Il faudrait vraiment un oui. vrai réseau autour, et le problème, c'est que là, Il y tout a le le monde fait réseau pour nous, et. Axodan aussi, hein, sur le dentaire. Oui, ouais, Vous le Axodan. connaissez? Non. Mm. Non, je Euh, connaissais en 10 soins 44, mais je connaissais pas. alors, en fait, Mm. ils sont quasiment dans toutes les régions. Maintenant, c'est un réseau de soins bucco-dentaires spécialisés. L'avantage, c'est que ce sont souvent des libéraux qui vont se spécialiser voilà, dans la prise en soin des personnes en situation de handicap et qui vont et qui ont été formés et donc qui vont répondre plus rapidement peut-être que des consultations dédiées handicap qui sont engorgées, hein, il faut le dire. Ils sont regroupés sous le réseau SOS. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, mais on va vous le... Santé orale et soins spécifiques. Voilà, merci. Et d'ailleurs, voilà, si vous avez des collègues qui sont dans d'autres régions, ils ont sur leur site, ils ont une carte avec tous les réseaux de soins bucco-dentaires dans chaque région. Et donc, dans votre région, c'est Axodan. Et Axodan, ils sont sur Angers, mais je pense qu'ils interviennent sur toute la région et ils doivent avoir des relais.
Encore une fois, c'est pas un lieu de soins, Axodo, c'est un réseau de cabinets dentaires spécialisés. Donc ça vaut vraiment le coup que vous les approchiez. Ils sont super, on les connaît bien parce qu'ils utilisent aussi beaucoup Santé BD. Et ils ont mis en place un tas de choses. On est sur le sujet de l'habituation aux soins, là, hein, clairement, dans ce que Oui, vous alors, décrivez. ouais. Mm. Et donc là aussi, je vous invite aussi à vous référer sur la fiche HandiConnect sur l'habituation aux soins parce qu'on donne un certain nombre de techniques pour justement, enfin, c'est des techniques d'approche et Mm. d'habituation, hein, tout simplement, pour cette patiente. Et donc, alors on ne fait pas ça tout seul, on se fait aider par la famille, par éventuellement, je ne sais pas si cette jeune fille est en structure spécialisée ou pas, mais ça peut être aussi donc elle est à domicile, donc la famille est là, est en première ligne, mais c'est possible. En fait, les soins courants sont possibles. Il y a des vraies réussites, si tant est qu'on puisse mettre, enfin, en place avec la famille des programmes d'habituation aux soins. Donc, je vous invite vraiment à aller voir l'affiche, d'aller voir aussi il y a un webinaire sur le sujet complet qui a été dédié à ce sujet. Ça vaut le coup de le partager, peut-être même avec la famille si vous sentez qu'ils sont voilà, assez ouverts et intéressés par le sujet, et de voir avec eux comment mettre ça en place. Et Axodan est un bon, alors puisqu'on parle du dentaire, hein, mais j'imagine que, comme vous l'avez dit, il y a sans doute la même problématique sur plein d'autres soins. Mais le dentaire, c'est très courant, hein. C'est ce qui, pour nous, c'est ce qui revient. C'est pour ça qu'on a travaillé d'abord sur des supports santé BD sur le dentaire. Mm. Dans la fiche HandiConnect sur le dentaire, vous verrez qu'on a mis aussi des outils qui peuvent être très intéressants il y a l'outil Passo pour les personnes avec autisme qui reproduit les bruits dentaires pour habituer le patient à l'environnement sonore spécifique au cabinet dentaire. Et puis, il y a des applications comme Mon Koala, où il y aura le lien, vous verrez aussi, qui est intéressant et qui est beaucoup utilisé pour le sujet du dentaire. Mais déjà, de contacter le réseau de soins, ça peut être une première étape. Axodan, pardon. Axodan, je sais que l'URPS Dentiste a travaillé avec eux beaucoup en Pays de la Loire. On pourra se rapprocher, c'est une si tu souhaites, auprès de Oui, l'URPS. je sais qu'il y a certains cabinets qui se sont identifiés auprès de leurs confrères dentistes pour justement mieux orienter les familles. Ouais. Mais le Mhm. problème, c'est comme partout, hein, c'est les listes d'attente. Et vous Ouais. savez s'il existe la même chose déclinée en gynécologie, parce que c'est l'autre gros problème nous qu'on a, hein, c'est les examens gynéco Mhm. avec les personnes en situation de handicap. Ouais. Alors, il y a le programme Gynéco. Mm. Handigynéco, Anti-gynéco. voilà, qui se met en place, qui n'est autre que un réseau de sages-femmes formées au handicap qui va pouvoir intervenir pour faire de la prévention et puis quand même du dépistage, de repérage voilà, de complications gynécologiques. C'est chez l'adulte, hein, donc chez les femmes adultes en situation de handicap. Malheureusement, je crois qu'elles interviennent uniquement pour des personnes suivies en médico-social et non pas à domicile. Donc, c'est un peu limitant, je trouve. Et il y a pardon, les centres Intimagir. Je vois que tu es au taquet, c'est super Dorothée, si tu peux mettre le lien aussi. Des centres Antimagir, ils sont dans monparcourshandicap.gouv.fr, euh, qui est un centre ressource sur tous les sujets santé féminine, santé sexuelle, violence et handicap. Et donc, ils sont aussi censés, alors c'est nouveau, c'est en train de se mettre en place et de se déployer, mais ils sont censés commencer à établir des listes de professionnels auxquels vous pouvez peut-être vous référer. Il y a pas de, c'est pas aussi organisé en matière gynécologique que le dentaire aujourd'hui. Il n'y a pas ces mêmes réseaux de soins, si ce n'est Handigynéco, mais encore une fois avec la limite que ça s'adresse au médico-social. Mais c'est des sages-femmes qui sont souvent libérales, hein, qui sont formées, donc ça vaut peut-être le coup parfois de voir si ces sages-femmes peuvent quand même se déplacer. À mon avis, si elles sont dans le bon territoire, ça peut marcher. Handigynéco et Centre Intimagir. Vous avez deux pistes là pour voilà. Si vous êtes en difficulté, dites-nous parce qu'on peut peut-être chercher et demander à nos contacts. Voilà. L'annuaire-santé.fr, donc qui est le fameux annuaire d'accessibilité, il y a aussi pas mal de cabinets qui sont référencés aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les cabinets en gynécologie référencés encore une fois, hein, c'est pas que du moteur, donc on peut avoir des cabinets qui ne soient pas aux normes d'accessibilité du bâti, mais qui
ont des professionnels qui sont tout à fait à même d'accueillir des patients, par exemple debout, avec un trouble du spectre de l'autisme ou des handicaps psychiques et cognitifs complexes. Donc ça vaut le coup d'aller voir sur l'annuaire santé.fr aussi. Voilà, c'est des fils à tirer, hein, je suis désolée, voilà, on vient pas avec une liste de noms, mais en tout cas, nous on pousse sur la constitution de ces annuaires nationaux pour qu'ils soient même réutilisés ensuite intégrés directement dans les outils de prise de rendez-vous. De toute façon, nous, on va faire un article avec tout ce que vous venez de nous dire pour qu'il y ait une ressource pour les professionnels du territoire. Et je pense qu'on tirera un peu les fils pour savoir ce qu'il y a sur le territoire pour que les professionnels puissent se saisir ça de manière plus simple, en tout cas sur nos 3 villes et un petit peu ce qui se passe autour, si ça convient à l'ensemble des personnes connectées. Et on diffusera à l'ensemble des adhérents et des professionnels du territoire. Comme ça, la ressource sera plus connue, en tout cas, on espère. Et tenez-nous au courant hein, pour cette jeune patiente sur ses soins dentaires, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, quoi, tout ce qui est accès aux soins dentaires. Donc, si vous avez trouvé. Madame Guerpillon. Oui, juste, je vous remercie d'insister sur l'annuaire là de santé.fr pour l'accessibilité, parce que on nous en avait informé au niveau de la CPTS et enfin moi personnellement, je ne l'avais pas rempli parce que je pensais que c'était que l'accessibilité physique, hein. Et mais enfin, je trouve que c'est très intéressant d'envisager aussi l'accueil, les outils que chacun peut avoir, la sensibilité ou les formations spécifiques qu'il peut avoir. Donc ça va permettre de compléter et de pas se. On a vraiment chaque fois une représentation particulière et on ne pense pas à toutes les ressources qui peuvent être mobilisées à côté et qui peuvent aider. Donc merci de nous sensibiliser à ça aussi. Que tout le monde a pu poser ses questions. Je vois l'heure qui tourne et je voudrais pas vous garder plus longtemps que ce qu'on avait convenu. Et tout bon. Bon, eh bien, je vous remercie pour la richesse de votre présentation. Et puis, on note bien tout ce que vous nous avez dit. Je pense que je vous ferai revenir un petit texte pour être sûr de ne pas dire de bêtises non plus dans ce qu'on va diffuser aux professionnels. Et puis, du coup, tout sera disponible l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube de la CPTS. N'hésitez pas à la suivre, d'ailleurs. Et je vous souhaite à tous, du coup, une bonne après-midi, un bon après-midi, une bonne fin de journée. Et je vous remercie de nouveau. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.